précédemment. Bonsoir, bienvenue dans le 7-8, c'est votre émission sur TV78 pour bien démarrer la soirée dans les Yvelines avec au programme de l'actualité, des infos pratiques et des idées de sortie. Voici le programme de ce 22 février. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes samedi, c'est jusqu'au 5 mars à Paris, porte de Versailles. Quelques Yvelinois seront présents dans les allées de cet événement, l'un des plus populaires de France, parmi eux l'huilerie de la Plaine de Versailles, basée à Bennes. Elle a fédéré notamment 30 producteurs du département pour produire huile, lentilles ou encore farine. Son fondateur Christian Hubert est notre invité. Pas de congé d'hiver pour Parcoursup jusqu'au 9 mars. Les lycéens et étudiants sont invités à formuler leurs vœux sur la plateforme d'orientation. C'est dans ce cadre que dans le 7-8, nous vous proposons tous les mercredis la découverte d'une formation du territoire. Ce soir, focus sur le BUT Bachelor universitaire de technologie en technique de commercialisation. Il est dispensé à l'IUT de Vélizy-Rambouillet, attaché à l'université Versailles-Saint-Quentin. Comment se déroule la formation? Comment y entrer? Nous répondrons à ces questions avec des étudiants et notre journaliste Régine Ralèche. Et puis c'est un incontournable des vacances ou même de plus en plus dans votre quotidien avec près de 3 millions de ventes en 2021. Le vélo est l'un des transports les plus populaires en France. Pour le réparer à moindre frais, l'association Vicyclette propose des ateliers à Montigny-le-Bretonneux. Notre journaliste Julien Leroy a pu s'essayer à la réparation du câble de frein. Et puis tout au long de cette émission, des invités autour de la table. Sur ma droite, Charles Rodwell, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous, député de la première circonscription des Yvelines, député Renaissance. Vous êtes également membre de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Et vous avez été très récemment le co-rapporteur d'une mission parlementaire sur les dispositifs de soutien à l'export et à l'attractivité économique. En quelques mots, juste pour poser le sujet, de quoi s'agissait-il ? En fait, en quelques mots, cette mission servait à contribuer à répondre à un paradoxe qui est en France. C'est qu'on a un déficit commercial qui est le plus important depuis des années. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la France, elle importe plus qu'elle n'importe. Donc ça veut dire qu'elle s'appauvrit plus qu'elle ne s'enrichit vis-à-vis de d'autres pays, des pays étrangers. Il faut qu'on y trouve des solutions pour réduire ce déficit commercial. Et en même temps, on n'a jamais eu autant d'entreprises qui exportent en France. On n'a jamais été aussi attractif pour des investisseurs étrangers. Donc des gens qui disent, qui ont confiance dans notre pays, qui ont confiance dans les ressorts de notre économie et qui du coup viennent investir en France pour stimuler l'industrie. C'est un enjeu qui est hyper important pour notre pays. C'est aussi un enjeu très important pour notre département, les Yvelines. Et dans ce cadre, les entreprises yvelinoises et les élus yvelinois ont un enjeu majeur et une responsabilité dans ce domaine. Pourquoi ? Parce qu'on est à la fois un département qui est extrêmement dynamique, 22 000 entreprises créées rien qu'en 2022 dans les Yvelines, et en même temps, rien que les Yvelines, c'est 10 milliards d'euros de déficit commercial. Ça veut dire que rien que les Yvelines, c'est 10 milliards d'euros d'importation en plus que d'exportation. Donc énorme enjeu avec, vous l'avez dit, aussi des répercussions dans les Yvelines. On aura l'occasion d'en parler dans un instant. Et vous parliez de ce paradoxe autour notamment de ce déficit commercial qui est record même en France. On en parlera tout à l'heure dans cette édition. En face de vous, je le disais dans les titres, il y a Christian Hubert. Bonsoir. Bonsoir. Fondateur de l'huilerie de la Plaine de Versailles. Alors pour la première fois, vous allez participer au salon de l'agriculture qui s'ouvre à Paris ce week-end. Vous êtes installé à Bennes et donc l'huilerie de la Plaine de Versailles, juste aussi pour avoir quelques mots d'introduction. Qu'est-ce que c'est l'huilerie de la Plaine de Versailles ? L'huilerie Plaine de Versailles est un regroupement de producteurs des Yvelines et donc on valorise, on transforme nos produits, donc le blé, l'orge, les lentilles, donc on les transforme pour les rendre consommables directement par nos voisins. Donc les lentilles, on les retrouve pour les consommer en entrée ou en plat du jour. Le colza, on l'écrase pour faire de l'huile. Et le blé, on l'écrase également pour faire de la farine. On en dit un peu plus tout à l'heure. Juste à côté de vous, Céline Charles de la rédaction de TV78. Bonsoir Céline. Pour votre petite chronique autour des sorties cinéma de la semaine. Les sorties à ne pas manquer cette semaine. Et on va forcément parler, j'imagine, du dernier né de Spielberg aujourd'hui. Bien sûr, on ne peut pas louper ça. On ne va pas passer à côté du nouveau film de Steven Spielberg. Mais on parlera aussi d'une adaptation autobiographique et d'un documentaire animalier sur les baleines.
Ce sera tout à l'heure et comme chaque mercredi aussi le coup de cœur du pro cinéma pour avoir découvrir ou redécouvrir un classique du cinéma. Et ce soir Gauthier Barra nous présentera Dr Patch. C'est un film qu'il a sélectionné pour nous, à suivre également dans un instant les informations du jour. Un zoom aussi sur les institutions européennes avec nos confrères de Radio Sensation. Mais avant de démarrer ce programme copieux, on va jeter un petit coup d'œil à la météo de demain. De la grisaille demain matin dans les Yvelines, il fera 7 degrés à Mantes-la-Jolie, 6 degrés à Houdan et Versailles. C'est un peu plus doux dans le sud du département avec 8 degrés à Rambouillet où quelques gouttes de pluie sont attendues dans l'après-midi, au contraire du reste du territoire où l'on pourrait apercevoir quelques éclaircies. Côté température, 9 degrés sur la partie centre et sud des Yvelines, 10 degrés à Mantes-la-Jolie et ce jeudi 23 février. C'est là Saint-Lazare. Le point à présent dans le 7-8 sur l'actualité du jour dans les Yvelines et c'est avec Régine Ralèche. À la suite des opérations de recherche des victimes des séismes en Turquie et en Syrie, des sapeurs-sauveteurs et des sapeurs-pompiers des Yvelines se sont rendus ce matin au COGIC, le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises. Ils ont été reçus par le directeur général de la sécurité civile pour un retour d'expérience. Suite aux révélations liées à la vente aux enchères des meubles du château de Grignon, le procureur général a saisi la Cour des comptes en vue de l'ouverture d'une instruction contentieuse. Il décidera si l'affaire fera l'objet d'un classement ou d'un renvoi devant la chambre du contentieux. En sport, Arthur Hinderknecht, le joueur de tennis originaire de Saint-Germain-en-Laye, a perdu ce mardi 6-3, 6-4 contre le joueur Leandro Riedi au premier tour du tournoi de Marseille. Il retombe donc à la 72e place mondiale. Ce mercredi 22 février marque la journée mondiale du scoutisme. Le département des Yvelines compte 20 000 scouts, ce qui en fait le département numéro 1 en France, tout mouvement confondu. Parmi les villes où on trouve le plus d'effectifs, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Rambouillet et Montfort-l'Amaury. Jusqu'au 21 avril, les apprentis du CFA-CMA 78 de Versailles proposent une coupe gratuite aux étudiants et au personnel de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. L'objectif, permettre aux apprentis de travailler sur clientèle. Les prestations se déroulent sous le contrôle d'un professeur. Et comme d'habitude, si vous voyez une information qui vous fait réagir dans le département, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Je le disais en début de 78, nous avons avec nous Charles Rodwell, qui est député de la première circonscription des Yvelines. On va parler avec vous de ce rapport, cette mission parlementaire autour de l'export et de l'attractivité économique. L'actualité récente forcément aussi pour démarrer, ces débats qui sont achevés vendredi autour de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Le texte qui va être débattu désormais au Sénat en première lecture. 2 semaines de débat, on peut le dire, pour le moins houleuses, avec beaucoup de violence. On a vu beaucoup de violence dans cet hémicycle, sans discussion aussi autour de cet article phare de la réforme, qui est l'article 7, qui fait ce report de l'âge légal à 64 ans, l'âge légal de départ à la retraite. Du coup, le bilan, il est plutôt négatif après ces 2 semaines de débat à l'Assemblée nationale. Quel bilan vous dressez ? Moi, je regrette qu'on ne soit pas allé au bout du texte, notamment au bout de cet article, l'article 7. On a été empêché par un blocage de débat parlementaire, par une obstruction parlementaire de la part de certains de nos collègues. Si vous voulez, je ne veux pas revenir sur toutes les polémiques qu'il y a eu ces 2 dernières semaines. On les a tous vues, chacun d'entre nous. Moi, ce que je regrette, c'est que, du fait de la majorité relative depuis plusieurs mois, l'Assemblée nationale revient un peu sous le coup des projecteurs. Et les débats que l'on a, à la fois les médias, vous les journalistes, mais aussi chaque citoyen nous disent on re-regarde une partie des débats parlementaires. Et depuis le début de la législature, je crois qu'on a quand même montré sur un certain nombre de textes très importants la protection sanitaire, le pouvoir d'achat, l'assurance chômage, les énergies renouvelables, qu'on a su débattre en étant souvent en désaccord parfois importants, mais en trouvant des majorités, en trouvant du consensus. Et le spectacle qui a été celui de l'Assemblée nationale pendant la réforme des retraites, pendant le texte qu'on a étudié, n'a absolument pas montré cela et a montré tout l'inverse. Moi, je pense que c'est la responsabilité d'une part de nos collègues sur le sujet, mais je pense qu'on a une responsabilité tous collective de retrouver la sérénité qu'on a eue dans le débat depuis le début du quinquennat, au service en fait tout simplement des Français qui nous ont élus.
Alors c'était un moment confus à l'Assemblée nationale, alors que dans le même temps, les manifestations se sont plutôt bien déroulées. Dans la rue, pas d'incident à remonter. C'est monté à plus de 2,5 millions de manifestants selon la CGT. Les syndicats qui appellent à une nouvelle journée de mobilisation, une grande journée de mobilisation le 7 mars prochain. Comment avancer justement dans cette séquence alors qu'il y a quand même une contestation autour de ce projet? Il y a un récent sondage, Ipsos Steria, qui faisait état quand même de 64% de Français qui seraient opposés à ce texte de la réforme des retraites. Moi, je souhaiterais juste revenir sur le rôle que les syndicats ont joué et leur rendre un hommage. Moi, je suis favorable à la réforme des retraites. Une bonne partie des syndicats, la CFDT, la CGT, Force ouvrière en tête, y sont opposés. Mais je veux vraiment leur rendre hommage sur la manière dont elles ont mené les manifestations. Dans le calme, dans la sérénité, sans débordement, malgré la radicalisation qu'appelaient certains mouvements politiques en France, je pense notamment à l'extrême gauche. Ils ne sont pas tombés dans ce piège, ils ont fait entendre leur voix en manifestant dans le calme. La deuxième chose pour laquelle je voudrais leur rendre hommage, c'est la concertation. Le dialogue n'a jamais été rompu entre le gouvernement et les syndicats. Et si on a pu améliorer le texte sur la pénibilité, sur les carrières dites hachées, c'est un mot que je n'aime pas mais qui décrit une réalité, sur la prise en compte du droit des femmes, sur la prise en compte des carrières longues, c'est en grande partie grâce au rôle que les syndicats ont joué à la fois dans la manifestation, mais aussi dans la concertation qu'il y a eu dans le gouvernement. Encore une fois, je vous le répète, je ne partage pas leur avis, mais je leur rends cet hommage qui, je crois, participe à une sérénité autour de ce débat. J'imagine, Christian Aubert, vous qui faites partie du monde agricole, qu'on regarde aussi cette séquence avec intérêt, cette séquence autour de la réforme des retraites? Oui, on regarde ça d'assez loin, puisque finalement, le milieu agricole travaille longtemps sans forcément regarder l'âge de départ de retraite, mais... Oui, alors après aussi, la retraite agricole est une des plus faibles. Donc finalement, les agriculteurs cotisent quand même, travaillent dur toute leur année et finalement, on arrive dans le fameux minima nécessaire. Donc il y a eu des pistes, mais bon, il y a peut-être encore un petit travail à faire sur le minimum vieillesse. Alors, donc on regarde de loin, mais... C'est-à-dire, on regarde de la réforme, pardonnez-moi de allez-y. répondre. Je partage totalement votre avis. Pourquoi est-ce qu'on a décidé la suppression des régimes spéciaux? Et pour le coup, c'est une partie du texte qu'on a voté à l'Assemblée. Mais tout simplement parce qu'il y a certaines professions pour lesquelles le régime est structurellement déficitaire. Aujourd'hui, il y a plus d'agriculteurs à la retraite que d'agriculteurs qui travaillent. Et donc, si le régime dépendait uniquement des agriculteurs, il faudrait vous demander de payer des cotisations absolument astronomiques, ou alors il faudrait demander aux agriculteurs à la retraite d'avoir une pension encore plus faible. Nous, l'idée qu'on défend du régime des retraites, c'est de dire qu'on a un régime général qui permet à tous d'avoir un minimum vieillesse, un minimum retraite, à carrière complète, à au minimum 1 200 €. Et pour cela, l'ensemble des travailleurs, quelle que soit leur profession, doivent contribuer à ce régime général pour permettre à tout le monde d'avoir un minimum retraite. C'est l'idée de la réforme que je défends. Et je comprends qu'on ne soit pas d'accord, le débat parlementaire doit exister pour ça, et j'espère qu'il redeviendra plus serein pour qu'on puisse débattre de cette question. Le texte va maintenant être examiné par les sénateurs. Alors, au-delà des travaux parlementaires sur la réforme des retraites, vous avez travaillé récemment, je le disais tout à l'heure, Charles Rodwell, sur les dispositifs de soutien à l'export et à l'attractivité économique, et vous avez rendu vos conclusions tout récemment, puisque c'était à la fin janvier. Alors, c'est une mission parlementaire qu'on vous avait confiée avec une autre députée de l'opposition, de la France Insoumise, Sophia Chikirou. Comment ça s'est passé, justement, la collaboration? Écoutez, elle s'est très bien passée, justement, parce qu'on a des avis divergents. Et c'est ça qui est merveilleux dans le travail parlementaire, c'est que hors champ des caméras et hors hémicycle, il y a un vrai travail approfondi qui se fait entre des parlementaires qui ont des avis totalement différents. Sophia Chikirou est membre du groupe de la France Insoumise. Je suis membre du groupe Renaissance. Et pourtant, 90% des propositions que nous avons fait des propositions en commun. On a des désaccords majeurs sur la fiscalité, sur les investissements étrangers en France. Mais on a aussi trouvé des points d'accord. Pourquoi? Parce que comment se mène une mission parlementaire? Elle se mène en auditionnant les sachants, les services de l'État, les élus locaux, les collectivités locales, les entreprises et leurs salariés à travers les fédérations interprofessionnelles, les entreprises yvelinoises. On a interrogé des dizaines et des dizaines d'entreprises de la circonscription, à la fois par des échanges informels, par une vraie table ronde qu'on a formée à l'Assemblée nationale. Parce que j'allais vous demander, qu'est-ce qu'une mission parlementaire? C'est des auditions finalement sur un sujet? On interroge les sachants sur un sujet. On est missionné sur un sujet en disant il faut trouver des solutions sur ce sujet. On interroge l'ensemble des parties prenantes.
les acteurs publics, les acteurs privés, les acteurs nationaux, les acteurs locaux. On les interroge sur les solutions que eux rencontrent concrètement dans leur vie quotidienne. Et ensuite, nous regardons ensemble, nous les parlementaires, comment est-ce qu'on peut amender la loi, comment est-ce qu'on peut conseiller le gouvernement pour faire évoluer une partie de l'action au service des entreprises. Le gouvernement et les acteurs locaux. On a visité une entreprise qui s'appelle Prodways, à Montigny-Bretonneux, une pépite industrielle, et on l'a visité avec qui? Avec le sous-préfet au développement économique, avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Guillaume Quérault, avec le président de l'agglomération, Jean-Michel Fourgousse, et sa directrice au développement économique, avec le maire de Montigny-Bretonneux, Laurent Merker. Pourquoi est-ce qu'on y allait collectivement? Mais tout simplement parce que chaque acteur que je viens de citer a un rôle clé à jouer pour soutenir nos entreprises à l'export et pour soutenir la réindustrialisation de chaque département en France. Et c'est ce travail collectif en commun, c'est par ce travail qu'on y arrivera. Le parlementaire tout seul, il peut rien faire. Donc c'est un travail collectif pour mener à bien cette mission qui Absolument. part, on le disait, d'un constat, un paradoxe, avec ce déficit commercial record en France, 154 milliards d'euros, alors même que la France reste le pays européen le plus attractif pour les investissements étrangers. Et du coup, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Il y a quand même une audition auprès d'une trentaine d'entreprises. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Est-ce que les dispositifs fonctionnent bien? Est-ce qu'il faut aller plus loin peut-être dans leur fonctionnement? Qu'est-ce que vous en avez conclu et qu'est-ce que vous avez pu observer sur fait, la principale conclusion qu'on a tirée, c'est que exporter nos produits à l'étranger, doit s'inscrire au cœur de notre stratégie industrielle. Depuis 5 ans, on a lancé un certain nombre de politiques pour réindustrialiser notre pays, donc reproduire en France. Dans tous les domaines, que ce soit dans le secteur agroalimentaire et agricole, que ce soit dans le secteur de l'automobile, que ce soit dans le secteur de l'industrie lourde, des hautes technologies, du nucléaire, de l'aéronautique et d'autres. Mais pour pouvoir relancer l'export, il faut qu'au bout de la chaîne, on propose à nos entreprises de vendre leurs produits à l'étranger. Et qu'au début de la chaîne, on propose à des investisseurs étrangers de venir en France et de continuer à investir dans nos entreprises. En faisant bien attention que ces investissements ne viennent pas à l'encontre de nos intérêts nationaux. C'est pour ça qu'il faut renforcer les contrôles. Mais comment est-ce qu'on fait? À la fois par la loi, mais aussi département par département, ville par ville, commune par commune, entreprise par entreprise. C'est la raison pour laquelle le département et les communes ont un rôle clé à jouer dans le domaine. Je parlais tout à l'heure des Yvelines. L'enjeu national, l'enjeu français, c'est un enjeu yvelinois. On a quand même un paradoxe dans ce département, qu'il n'y a jamais eu autant de création d'entreprises. 22 000 entreprises créées en 2022. Et en même temps, rien que le département des Yvelines, c'est 10 milliards d'euros de déficit commercial. Donc, tout le travail que font les conseils départementaux, les présidents d'interco, les maires, les parlementaires, quand on se saisit du sujet, pour soutenir nos entreprises, pour les mettre en lien, pour leur permettre de produire et enfin pour leur permettre d'exporter, c'est comme ça, entreprise par entreprise, qu'on va pouvoir répondre à cet enjeu. C'est la conviction que j'ai et c'est la conviction que je crois partage ma co-rapporteure sur la mission, malgré nos désaccords politiques nationaux. Et très rapidement, la suite maintenant, est-ce que ça pourrait conduire à des évolutions concrètes? On a fait un certain nombre de propositions, 30 propositions dans le projet, qui vont de mesures législatives jusqu'à des propositions d'expérimentation, donc des mécanismes qu'on voudrait tester. Moi, j'aimerais que les Yvelines soient en département test sur le sujet. En tout cas, c'est les échanges que nous avons aujourd'hui pour porter ces propositions et pour les mettre en œuvre. Alors dans l'actualité, il y a aussi une autre mesure, on parle d'un tout autre sujet, par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, c'est la suppression des 12 points sur le permis de conduire pour les personnes qui prennent le volant sous emprise de drogue ou d'alcool. Le débat est sur la table, il est revenu sur la table avec le grave accident qui est impliqué l'humoriste Pierre Palmade il y a quelques jours. Alors dans l'émission PAF, l'avocat au barreau de Versailles, Geoffrey Meyer, est revenu sur cette mesure, sur cette annonce. Pour lui, elle existe déjà, cette mesure, elle n'est pas forcément utile. On écoute Geoffrey Meyer tout de suite. Ce que veut faire Gérald Darmanin, c'est générer une automaticité sur le retrait du permis de conduire, l'invalidation pour défaut de points dans l'hypothèse où une personne aurait conduit en étant sous l'emprise de stupéfiants. Mais en réalité, la loi prévoit déjà cette possibilité-là. Lorsque vous êtes contrôlé après avoir conduit sous l'emprise de stupéfiants, vous êtes donc passible d'une comparution devant le tribunal correctionnel et vous avez aussi la possibilité de faire l'objet d'une rétention de votre permis de conduire par décision préfectorale. Donc cette décision existe, ce dispositif existe déjà. Le tribunal correctionnel, lorsqu'il est saisi par le procureur de la République, après qu'une personne ait été contrôlée
en ayant conduit après avoir consommé des stupéfiants, peut tout à fait prononcer une annulation du permis de conduire. Ou en état d'ivresse aussi, d'ailleurs, non ? En état d'ivresse aussi. Donc cette mesure existe déjà. Donc, je pense que Gérald Darmanin est en train tranquillement de se présidentialiser et il reprend un petit peu les vieilles recettes qui avaient fonctionné. Il surfe sur la vague de l'émotion qui a été générée par l'accident causé par Pierre Palmade. Mais en tout cas, cette mesure est, à mon avis, une mesure premièrement inutile sur le plan juridique et judiciaire parce que les dispositions existent déjà. Et que deuxièmement, effectivement, on peut s'interroger sur le bien fondé en matière de société et de santé de cette mesure-là. Juste une réaction rapide, Geoffrey Meyer dit que ça existe déjà dans le reste. Est-ce qu'il faut aller plus loin, à votre avis, sur ce sujet, à des personnes qui conduisent sous l'emprise de drogue, d'alcool ? Alors Gérald Darmanin aussi fait une autre proposition, c'est de supprimer le retrait d'un point au permis pour les petits excès de vitesse, ceux inférieurs ou égaux à 5 km/h. Moi je ne partage absolument pas les propos qui viennent d'être tenus, tant sur l'intention que sur les faits. Ce monsieur vient d'exprimer lui-même que la suppression ou le retrait du permis dépendait d'une décision préfectorale. Ce que propose Gérald Darmanin, c'est tout simplement que le retrait soit automatique. Pourquoi ? C'est une mesure de justice. Quand vous prenez la voiture sous emprise de drogue, vous êtes un danger public. Et vous causez des dangers de mort. On l'a vu récemment. Donc il est parfaitement normal que lorsque vous prenez votre voiture sous emprise de la drogue, votre permis soit retiré. Et à l'inverse, le sujet des travailleurs. Il y a des millions de Français qui vont travailler tous les jours en voiture et qui n'ont pas d'autre choix. Ce que propose Gérald Darmanin, c'est certes de les sanctionner lorsqu'il y a un excès de vitesse, mais de prendre en compte la situation de chacun dans le domaine. Oui, il faut les sanctionner quand il y a un excès de vitesse, mais oui, il faut aussi mieux prendre en compte le fait qu'il y a des millions de Français qui vont travailler en voiture tous les jours. C'est le sens de la deuxième mesure qu'il fait. Quant à la première, il est évident que le retrait doit être automatique lorsque quelqu'un est un danger public sur la route. Merci Charles Rodwell d'avoir répondu à tous ces sujets. Je rappelle que vous êtes le député de la première circonscription des Yvelines. On suivra bien sûr la suite des événements pour ce rapport et ces conclusions que vous avez rendues à la fin janvier autour de l'export et de l'attractivité économique. Merci d'avoir été avec nous. Un grand merci pour votre invitation. Alors ça vous est peut-être déjà arrivé à avoir des difficultés pour faire vos démarches en ligne ou encore rédiger un mail. Seine et Yvelines Numérique déploie depuis septembre 2021 le dispositif Pass Numérique dans les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines. C'est un outil d'inclusion numérique. Il permet de lutter contre l'électronisme. Les détails de Céline Charles. Un chéquier d'une valeur de 100 € à échanger contre une série de 10 heures de formation, voilà ce que propose le Pass Numérique. Sur le principe des tickets restaurants, il permet aux bénéficiaires de payer totalement ou en partie des cours numériques auprès de structures spécialisées. On a différents publics qui sont concernés. C'est vrai qu'il y a de plus en plus ce qu'on appelle la dématérialisation des services publics, c'est-à-dire l'obligation d'aller sur le site internet pour faire ces démarches publiques. Donc il répond vraiment à destination de 3 publics, les gens en difficulté sociale, les gens, alors on va les appeler les seniors, même si c'est les seniors qui sont très bons pour aller sur internet, et également les personnes qui ont des difficultés, qui n'ont juste pas d'outils numériques. Seine et Yvelines Numérique déploie le Pass Numérique dans les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines depuis septembre 2021. Au centre socio-culturel Yaïk Noah à Asnières, des ateliers d'initiation et de perfectionnement avec des professionnels sont proposés. Ando et Françoise y prennent part une fois par semaine. J'arrivais à la retraite et que je savais que j'étais pas du tout informatique. J'allais au bureau chercher des papiers, mais plus qu'on a vu déjà après le Covid-19 que tous les bureaux sont fermés. Est-ce que Françoise, tu peux un peu nous dire à quoi ressemblerait un mot de passe sécurisé pour la création des comptes ? Alors, il faut que ce mot de passe soit composé de majuscules, de chiffres. C'est quelque chose qui est devenu important pour notre quotidien, de pouvoir savoir gérer l'informatique, aller sur les sites, chercher des informations. La technique, on nous la donne pas. C'est pas inné, ma génération n'est pas du tout née avec ça. J'ai un PC chez moi, j'ai une tablette, j'ai un smartphone, mais je bidouille et il y a des choses que je ne sais pas faire et que j'aimerais faire. Effectuer une démarche en ligne, protéger ses données personnelles ou encore naviguer sur le web, les cours ont un seul objectif, mener petit à petit vers l'autonomie. Là, on est plutôt face à une fracture numérique de premier degré qui correspond à un non-accès à la formation et une fracture numérique de second degré qui correspond à un non-accès à l'usage.
avec beaucoup de crainte et beaucoup de peur qu'il faut aussi lever. Depuis son déploiement, quasiment 200 formations ont été données. En France, 13 millions de Français demeurent encore éloignés du numérique. Avant de poursuivre le programme de ce 7-8, quelques nouvelles de cette information dont nous parlions hier. Une barge transportant du nitrate de calcium a heurté ce lundi soir un pont qui enjambe la Seine au niveau de Triel-sur-Seine. Une soixantaine de sapeurs-pompiers dont des plongeurs et 10 engins ont été mobilisés. La préfecture a fait un point d'étape ce mercredi à 18h. La fuite a été contrôlée et des prélèvements de l'eau de la Seine sont partis en analyse. Ce mercredi, une barge de secours est arrivée sur place pour transporter une grande partie du nitrate de calcium encore présent dans le bateau endommagé. Elle se rendra ensuite vers le site d'Achères pour la décharger demain avant de vider les dernières cuves. La nature de l'avarie n'est pas encore connue. Voilà ce qu'on pouvait vous dire avec ces nouvelles informations autour de cet incident qui est survenu lundi soir sur la Seine. Et J-3 avant le début du salon de l'agriculture. Il s'ouvre ce samedi sur le site Paris Expo, Paris Porte de Versailles. Toute cette semaine, nous faisons des focus sur les représentants yvelinois qui seront sur place. Rappelons que les Yvelines sont le deuxième territoire agricole en Ile-de-France. Les producteurs sont donc au rendez-vous et ce soir nous avons en plateau le fondateur de l'huilerie de la Plaine de Versailles, c'est Christian Hubert. Alors chez les Hubert d'ailleurs l'agriculture c'est une affaire de famille, ça se transmet de génération en génération. Tout à fait, donc mes grands-parents étaient exploitants, donc céréaliers, donc producteurs de grandes cultures, tout comme mes parents. Et j'ai repris le flambeau avec une particularité de transformer nos produits pour ne plus le vendre justement à l'exportation, mais le garder sur le territoire. Mais justement, je vais faire une petite transition avec ce dont parlait Charles Ordwell. Donc, notre objectif n'est pas d'exporter. Par contre, si on prend le cas des lentilles, aujourd'hui, les 3/4 des lentilles viennent du Canada. Vous les importez? On les importe du Canada, ce qui est une aberration totale, parce que d'une part, on sait les produire, j'en parlerai tout à l'heure, mais d'autre part, on apporte un modèle agricole qu'on ne veut pas. C'est de la déforestation, c'est de l'OGM, c'est du glyphosate. Et ça vient du bout du monde. Alors pourquoi les importer, du coup? Pourquoi? Parce que c'est peut-être un peu moins cher, et surtout, je pense, on ne sait pas que dans les Yvelines, on peut faire pousser ces plantes, et qu'elles poussent bien, et qu'elles sont... qu'elles tiennent bien la cuisson, qu'elles sont bonnes, savoureuses, et finalement, il n'y a rien à voir avec ces lentilles du Canada. Ça va continuer le côté agriculture chez les Hubert, vous essayez de le transmettre aussi Oui, on ne force pas, mais si la passion est là chez nos fils, pourquoi pas, et avec plaisir. Mais il y a de quoi faire, il y a de beaux projets à relever, donc ils sont jeunes, mais pourquoi pas. Alors, vous êtes tourné, vous, autour de la production de blé, de colza, d'orge. Vous travaillez avec une trentaine de producteurs du territoire, on va en parler dans un instant. Et vous êtes aussi tourné vers les légumineuses. Pourquoi ce type de culture est-il intéressant dans les Yvelines, justement? Alors, comme on disait avant, donc, mes grands-parents et mes parents exploitaient, et exploitent toujours pour mes parents, du blé, du maïs, du colza, de l'orge. Ce sont des cultures qu'on maîtrise. On sait les faire pousser, ça réussit bien dans nos terres. Depuis maintenant 5 ans, j'ai décidé de lancer la production de légumineuses. Pourquoi? C'est une nouvelle famille de cultures, et du côté agronomique, c'est bien pour le sol. Plus il y a de familles différentes, mieux c'est. Pourquoi? Il y a moins de salissement, il y a moins de maladies. Et donc finalement, ça permet de préserver notre environnement et de préserver nos terres. À côté, il y avait l'attente sociétale qui demande de plus en plus de légumineuses. Et donc finalement, les deux volontés se sont retrouvées et on se dit, on y va. Et autour de vous, vous avez fédéré une trentaine de producteurs du territoire. Oui. C'est important de fédérer tout ce monde. Pourquoi c'est aussi intéressant de fédérer et de travailler avec plusieurs producteurs, justement? Non, on est bien plus fort à plusieurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une nouvelle culture. Donc on ne connaît pas très bien comment faire pousser ces lentilles. De plus, il faut en faire qu'une fois tous les 6 ans. Donc finalement, on fait de petites surfaces et ça produit des petites quantités. Et donc le fait d'être plusieurs permet finalement d'avoir toute la gamme, puisque la gamme est très large, je vais en parler tout à l'heure, et ça permet d'avoir des quantités satisfaisantes pour répondre à la demande yvelinoise. Ma démarche personnelle sur l'introduction de nouvelles cultures, d'une nouvelle famille, finalement mes voisins l'avaient aussi. Après il y avait le souci, comment faire pour le vendre
à proximité. Il y a le souci aussi de travailler, on va dire, en adéquation avec la manière de faire de chaque producteur, qui soit en agriculture biologique, de précision. Il y a en tout cas un respect aussi de votre part de cette manière de faire. C'est capital. Nos 30 producteurs se sont engagés à produire sur des méthodes vertueuses pour l'environnement. Alors, il y a le bio, j'en parle pas parce qu'on en parle énormément, mais il y a tout ce qui est déjà conversion vers l'agriculture biologique. 3 ans compliqués pour les producteurs, donc on les accompagne, on valorise leur production. Mais il y a aussi tout ce qui est agriculture de conservation des sols, qui est complètement méconnu du grand public, mais qui amène beaucoup de bienfaits finalement pour l'environnement. Un des exemples, c'est on ne tue plus les vers de terre en travaillant le sol, et on évite finalement que quand il y a des gros orages, toute la boue se retrouve dans le salon des voisins. Donc ça a beaucoup de vertus, même si on utilise toujours un peu de produits de synthèse. Il y a la lecture de précision, après la lecture certifiée, il y a le 14001, donc on fait du progrès continu en environnement, ils font partie de notre groupe, et le HVE. Voilà. Donc ce sont que des producteurs qui font un effort vis-à-vis de l'environnement et qui se remet en question et qui essaient de faire de mieux en mieux. Et donc on parle de culture de lentilles, de pois, de grains, production d'huile, de farine. Quelle gamme justement, quel type? Alors l'objectif, c'est que tout ce qu'on produit sur nos fermes de grande culture des Yvelines, finalement, puisse se retrouver sur une assiette de nos voisins. Donc le blé, on le transforme en farine pour faire des gâteaux, du pain, faire plein de choses. L'orge, on la fait malter et après on la vend aux microbrasseurs pour faire de la bière. Bière de plus en plus appréciée et on a de nombreuses microbrasseries sur le territoire. Une fois la bière obtenue, on récupère des drèches. Donc finalement, c'est toujours la même orge. Et ces drèches, on en fait quoi? On la donne soit en alimentation animale, soit on en fait de la farine pour également refaire des gâteaux, ou on en fait de l'énergie dans nos groupes de méthanisation. Voilà, donc le même produit sert plusieurs fois et toujours sur le territoire. Le local, c'est le maître mot. C'est le maître mot, c'est capital et on a un terroir, donc on peut produire. Et je vois les lentilles que nous découvrons, finalement, elles adorent puisque elles sont très bonnes côté gustatif. Et elles tiennent bien en cuisson, donc elles sont merveilleuses. Donc elles sont vraiment à découvrir. Donc on est certes un peu plus cher que les lentilles du Canada, mais il n'y a rien à voir. Oui, allez-y. Oui, d'autant plus que finalement ça participe finalement à la biodiversité locale. Donc le fait d'avoir plus de culture, donc vis-à-vis des abeilles, vis-à-vis de tout ce qui est bien fait pour l'environnement, ça profite à nous, Yvelinois, et non pas aux Canadiens. Donc on pourra découvrir bien sûr l'huilerie de la Plaine de Versailles au Salon de l'Agriculture. Première participation pour vous, pourquoi y participer? Pourquoi c'est intéressant d'y aller? Oui, alors c'est intéressant, c'est pour montrer notre gamme, montrer ce qu'on sait faire. Donc on est fiers d'y participer et un grand merci finalement au département des Yvelines et à la région de nous accueillir sous le pavillon Île-de-France qui sera sur le hall 7 du salon. Hall 7, pavillon Île-de-France, vous y serez sur quel jour? J'y serai tous les jours, sauf le lundi et le mardi. Et vous lui ajoutez quelque chose? Oui, je lui ai rajouté autre chose. Et on en profite pour lancer notre site internet. Donc ça sera le samedi le lancement officiel. Donc on a refait notre site internet qui sera une boutique en ligne où chaque consommateur pourra finalement voir ce qu'on produit, comment on produit et éventuellement acheter pour être livré directement chez eux. Ce sera quoi le site internet? Huilerie Plaine de Versailles.fr. Eh bien, le message est passé. Merci Christian Hubert d'être venu en plateau et je vous souhaite un très bon salon de l'agriculture. Donc vous serez présent vous sur tout l'événement qui se tiendra du 25 février au 5 mars porte de Versailles à Paris. Merci d'être venu en plateau et demain nous recevrons 2 apprentis bouchers qui participent à un concours sur ce salon de l'agriculture. Nous recevrons également les délices du potager à Feucherolles qui feront partie aussi de ces représentants yvelinois nombreux, très nombreux sur ce salon de l'agriculture. Dans Zone Europe, samedi 25 février, c'est un numéro spécial enregistré à Europa Experience qui vous sera proposé. C'est un lieu pour découvrir les institutions européennes et leur fonctionnement. Corentin Alonso, de nos confrères de Radio Sensation, y a suivi des jeunes encadrés par la Maison de l'Europe des Yvelines avant leur départ en Erasmus. L'occasion pour eux d'en savoir un peu plus sur l'Union européenne. La raison principale, c'était pour instaurer la paix. En apprendre plus sur l'Union européenne et voyager tout en restant à Paris, c'est possible. Tout au long du parcours, les visiteurs découvrent des installations en réalité augmentée et même un cinéma à 360 degrés. Donc c'est un film de 8 minutes environ qu'on passe en boucle ici en bas. Et c'est un film qui parle un peu de l'histoire de l'Europe, pourquoi nous, Européens, on s'est mis ensemble dans cette union, quelles sont les raisons.
Donc il y a un peu d'historique, mais après il y a aussi, surtout aussi une partie sur les défis futurs aussi, et pourquoi on doit rester ensemble. Autre expérience interactive, cette carte, au sol. À l'aide d'une tablette, les visiteurs peuvent réviser leur géographie et s'informer sur divers projets européens partout sur le continent. Alors donc aujourd'hui, on est avec des jeunes du programme Move-In organisé par la Maison de l'Europe. C'est des jeunes en insertion professionnelle qui vont faire un stage Erasmus à Dublin ou Malaga. L'idée, c'est qu'ils partent en ayant connaissance de qui finance ce projet, et donc l'Union européenne, les institutions et les différents États membres, comment s'organise l'Union européenne et à quoi elle sert. Avant de partir en mobilité en Irlande et en Espagne, ces jeunes, originaires des Yvelines, ont pu en apprendre plus sur les institutions et sur les eurodéputés français. Alors, durant cette visite, je me suis rendu compte que l'Union européenne a joué sur beaucoup d'aspects, que ce soit dans la société en France, mais dans tous les autres pays, et que c'était très important. On ne se rend pas compte forcément de tout le spectre qui englobe l'Union européenne. Outre Paris, Strasbourg, Bruxelles, Tallinn et Berlin ont déjà leur Europa Experience. Objectif pour l'UE, ouvrir un espace de ce type dans chaque capitale européenne avant les prochaines élections prévues en 2024. Turnover dans le 7-8 avec changement de visage en plateau et notamment Régine Ralèche qui nous a rejoint. Bonsoir Régine. Bonsoir. De la rédaction de TV78. Alors comme chaque semaine vous nous présentez une école, une formation du territoire. C'est dans le cadre de cette période de formulation des vœux sur Parcoursup et aujourd'hui c'est au tour de l'IUT de Rambouillet. En tout cas l'une des formations proposées à l'IUT de Rambouillet. Tout à fait Grégory. Ce soir je vais vous parler de la formation BUT-TC qui est tournée vers les métiers du marketing et de la communication. Et en plateau avec nous Cérine Waglani et Meysan Aliti, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes étudiante à l'IUT de Rambouillet et vous avez récemment participé au concours vidéo pour justement présenter votre formation et pour aider les jeunes à s'orienter dans leur parcours scolaire. Je vous propose de regarder un extrait. Mais je me vois pas aller à l'école toute la semaine. Mais tu peux aller en alternance, tu fais 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école. Franchement, je trouve que l'idée qu'elles m'ont donné les filles, c'est une très très bonne idée. Le marketing digital, c'est une grande opportunité de nos jours. Et surtout qu'on vient de parcours différents. Bac ES, Bac S ou encore Bac Pro. Bon, ça bouge. Allez, on se motive. On va faire vos CV, lettres de Merci, motivation. Ouais. Go. Vous êtes OK? Allez. Alors dans cette vidéo, vous avez parlé de la formation BUT-TC, mais c'est quoi au juste? C'est une formation pluridisciplinaire qui est organisée autour du marketing, de la vente et de la communication. À la suite de ça, vous pouvez d'ailleurs occuper des postes comme Community Manager, donc qu'on connaît très bien sur les réseaux sociaux, mais aussi Traffic Manager, donc c'est la personne qui gère la mise en ligne des campagnes publicitaires. Et alors du coup, ce cursus, il peut se faire en initiale et en alternance. Vous avez 4 choix de parcours. Vous avez la stratégie de marque événementielle, le business international, le business développement relations clients et marketing digital, entrepreneuriat et e-business. TC, je parle souvent de contrôle, ça veut dire technique de commercialisation, hein, c'est bien ça? Parce qu'il y a beaucoup d'acronymes, on a parlé d'IUT, de BUT d'ailleurs. Il y a une époque pas si lointaine, on disait DUT. C'est quoi la différence? C'est la même chose, le DUT et Alors, le BUT? c'est plus totalement la même chose. Justement, il y a une réforme qui arrive donc à partir de septembre prochain. Donc actuellement, il y a toujours les DUT et on peut également faire une licence professionnelle. Donc ça fait 3 ans au total, mais les DUT se faisaient sur 2 ans. Et le BUT-TC se fera sur 3 ans. Donc c'est le bachelor universitaire de technologie. Et comment fait-on pour intégrer cette formation Alors cette formation, elle est accessible via Parcoursup. Il faut avoir bien évidemment un bon dossier. Il faut faire un CV et une lettre de motivation. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut être issu en fait d'un bac général, technologique ou professionnel. Alors Régine parlait de ce concours auquel vous avez participé pour présenter votre formation. Pourquoi ça vous tenait à cœur d'y participer? Pourquoi le présenter de cette manière-là? C'est assez original quand même de présenter cette formation de cette manière en vidéo. En fait, nous avons voulu toucher le plus de jeunes. On savait que de nombreux jeunes regardaient justement la télé-réalité et qu'avec l'humour, forcément, ça allait intéresser beaucoup de jeunes. Ouais, on les touche plus facilement avec ce type de contenu. Exactement. Je vais juste ajouter une précision. On a participé à ce concours dans le cadre de notre formation. Au préalable, on a eu plusieurs cours théoriques. Comment écrire un script, les différentes caméras pour les différentes situations. Et on a pu mettre tout ça en pratique justement en participant au concours. Donc ça a été une belle expérience qu'on
qu'on a pu partager tous ensemble. Oui, ça a été tout un cheminement, un projet pour mener à cette vidéo. Exactement. Et c'est super, c'est très varié. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? On peut commencer par vous, Meïssane. Alors moi, après l'obtention de mon baccalauréat scientifique, que j'ai eu avec mention assez bien, j'étais assez perdue dans mes études, donc je ne savais pas quel parcours j'allais entamer. Je pense que beaucoup de jeunes peuvent se retrouver dans mon discours. J'ai choisi d'intégrer un BTS gestion des petites et moyennes entreprises, ce qui m'a permis d'avoir une vision globale de tous les corps métiers de tous les corps de métiers qu'on peut retrouver dans une entreprise, donc que ce soit ressources humaines, de la communication, de la relation client-fournisseur, le marketing. Du marketing. Non, justement, je n'avais pas vu le marketing. Et justement, j'ai pu visualiser l'impact du digital. Et j'ai voulu justement apprendre toutes les techniques de marketing, mais spécifiquement dans le monde du digital. Suite au Covid-19, j'ai pu réaliser que sans digital, on ne peut pas s'exonérer du digital. C'est ça, exactement. On peut pas faire sans. Exactement. Et pour vous, votre parcours? Pour moi, alors j'ai fait un bac professionnel vente. Il faut savoir que c'est possible de poursuivre ses études après un bac pro, même si ça reste quand même compliqué. Ensuite, j'ai poursuivi avec un BTS NDRC, négociation, digitalisation de la relation client. Donc il y avait déjà de la digitalisation. On apprenait à utiliser WordPress, à animer les réseaux sociaux, etc. Donc j'ai pris la poursuite dite logique. J'ai poursuivi en licence professionnelle e-commerce et marketing numérique. Donc différents parcours qui permettent aussi de pouvoir arriver à cette formation. Tout à fait, justement, c'est des matières qu'on va retrouver exactement dans le BUT-TC l'an prochain. Oui. Et justement, quelles sont les matières que vous apprenez aujourd'hui? Alors, c'est une formation pluridisciplinaire, donc c'est vraiment très vaste. Et personnellement, c'est ce que j'aime dans cette formation, c'est qu'on va découvrir plein de choses. Et on y voit principalement... Donc c'est centré sur digital, donc comment créer un site internet, comment le développer, on a pu voir du codage HTML, CSS, comment l'animer, donc, et toutes les techniques de marketing qu'on va pouvoir mettre en place au sein du site internet. Exactement. Vous complétez. On a aussi pu faire du montage vidéo, de l'infographie, de la conduite de projet aussi. Et aussi, on nous sensibilise aux droits du numérique, tout ce qui est RGPD, propriété intellectuelle notamment, brevet des dessins et modèles, etc. Donc, on est vraiment sensibilisé à tous les domaines qui touchent le numérique. Oui, c'est très actuel. Exactement. Et qui permettent d'accéder à des métiers en vogue, hein, métiers liés au numérique, au digital. Ben justement, quel est votre projet derrière? Quel métier vous souhaiteriez exercer toutes les deux? Pour ma part, j'ai pour objectif d'intégrer l'IAE Gustave Eiffel pour le marketing, pour un master marketing digital. Un IAE, c'est quoi, pardon? C'est pour poursuivre la formation, c'est un institut de formation? C'est un institut, exactement. Très bien. Et pour vous? Et moi, alors j'aimerais intégrer l'Université de Paris-Nanterre pour le master information et communication, parcours flux de l'information et documents électroniques. Et pourquoi pas plus tard devenir maître de conférence. Il nous reste du temps juste pour une question. Dans ce cas, quel est pour vous le point fort de votre formation? Si vous deviez la vendre, comme vous l'avez fait dans la vidéo, mais si vous deviez la vendre à nos téléspectateurs, c'est quoi le point fort? Personnellement, je trouve beaucoup de points forts, mais pour moi, le plus impactant, c'est le corps professionnel. On a eu la chance d'avoir des professeurs, des intervenants qui ont créé leur propre entreprise. Récemment, on a eu une professeure qui a créé son entreprise autour du digital pour un cours sur le marketing, plus précisément sur le mobile. Donc c'est vraiment enrichissant. D'une part, ils peuvent nous transmettre tout leur savoir-faire et d'autre part, on a des situations concrètes. C'est pas seulement un cours, si c'est un cours théorique, mais on retrouve beaucoup de situations dans lesquelles on plonge et on est captivé par le cours.
Vous validez Oui, je valide. Si je peux ajouter, alors en fait, on est totalement immergé dans le monde du digital au sein de cette formation. Notamment, notre directrice de formation nous fait faire plusieurs sorties pédagogiques. Donc, on va aller au salon du e-marketing et on va visiter un incubateur justement à Roubaix, je crois, et découvrir une plateforme logistique. Eh bien, merci d'avoir fait découvrir à nos téléspectateurs cette formation BUT technique de commercialisation. Merci Céline, merci Maysan d'être venu en parler. On rappelle que vous êtes étudiante à l'IUT de Rambouillet, qui est rattachée à l'université Versailles. 50, un petit tour de table. Il y a aussi Céline Charles qui est avec nous. Est-ce que vous utilisez régulièrement un vélo dans votre quotidien, Céline ? Pour venir à la rédaction, j'utilise le vélo, mais plutôt en été ou au printemps. J'avoue qu'en hiver... Et vous l'utilisez comme un moyen de déplacement ou est-ce que c'est plutôt pour les balades, pour les sorties ? Pour moi, c'est plutôt les balades, les sorties, et c'est vraiment printemps-été. Ouais. Et pour vous ? Les sorties. Les sorties. Exactement. En tout cas, on peut apprendre maintenant à aussi réparer son vélo soi-même, et ce, grâce à une association qui est présente sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines à Montigny-Bretonneux. C'est Vicyclette. Elle vous permet d'apprendre à réparer votre vélo, et ce, en plus, à moindre coût. La dizaine de bénévoles de l'association a reçu notre journaliste Julien Leroy. Il a été initié au changement du câble de frein sur son VTT, de quoi lui assurer une meilleure sécurité sur la route. Regardez. Bonjour à tous, voilà, je suis aujourd'hui avec mon vélo. Alors j'ai un problème sur mon vélo parce que j'ai le frein arrière qui est cassé. Et en fait le problème c'est que j'en ai besoin tous les jours pour aller travailler de mon vélo, pour aller à la rédaction. Alors heureusement il existe les ateliers Vicyclette à Montigny-le-Bretonneux. L'objectif de l'association c'est de vous former en fait à la réparation de votre vélo. Vous êtes formé vous-même à réparer votre vélo. Et on a rendez-vous avec Benoît, un bénévole de l'association qui va nous expliquer comment réparer tout ça et remettre le VTT sur pied. Allez, c'est parti. Bonjour Benoît. Bonjour Julien. Merci beaucoup, merci de nous recevoir ici à l'atelier Vicyclette. Oui. Est-ce que du coup vous pouvez peut-être m'expliquer aussi quel est l'objectif de ces ateliers ? L'objectif de l'atelier Vicyclette, c'est de rendre les gens autonomes effectivement sur leur vélo, de leur proposer un atelier de réparation, chose qu'ils n'ont pas forcément chez eux, et de les rendre autonomes pour réparer leur vélo dès qu'il y a une petite réparation, une maintenance à faire dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire réparer ici ? Est-ce que tout est réparable déjà ? Alors tout est réparable, pas forcément, mais toutes les réparations standards sur un vélo, que ce soit frein, roue, transmission, on peut vraiment faire tout ça sur le vélo. Effectivement, si le cadre va commencer à être cassé, ça atteint les limites de réparation qu'on peut faire. Mais sinon, pour la maintenance globale du vélo, on peut vraiment tout faire ici. Alors justement aujourd'hui, Benoît, j'ai un problème avec mon frein. Du coup mon frein arrière il est sectionné. Effectivement, il n'y a plus de câble. Je crois qu'il est en fin de vie. Donc je ne sais pas s'il est possible de faire quelque chose. Oui, on va s'occuper de ça. Super, et c'est parti. Tu ne fais que le desserrer, il n'y a pas besoin de le dévisser complètement. D'accord. Enlever la clé, pardon. Ah oui, enlever la clé, oui, pardon. Ça va être pour... De toute façon, on va sortir tout le câble et pose tout là à chaque fois. Plastique aussi. Ok. Alors, tu dois quand même le glisser ici de toute façon. Donc là je l'ai passé là et je le glisse à travers le... Ça tourne. Non, mais... Ah oui, je vois, ça y est, je vois. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va vérifier, donc normalement ça n'a pas dû changer, mais que tes patins soient bien parallèles. Il faut d'abord desserrer celle-là. Donc là, je peux le couper à peu près là ? Un peu moins, ouais, par là. Là, tu peux y aller. Juste dessous, ça doit pouvoir se coincer. Et... Ah oui, c'est juste... ok. Oui, d'accord. Ok. Eh ben, merci beaucoup Benoît en tout cas. Avec plaisir en tout cas. Mon vélo freine correctement maintenant. Oui. Je suis on n'a pas testé. Hein. On l'a pas testé, mais on a vu que ça ne frottait pas et que non, c'est super. Ça va me sauver la vie, franchement. Là, normalement, ça devrait beaucoup mieux marcher. Et ben voilà, mon vélo freine de nouveau parfaitement. Je suis super content. Alors pour l'adhésion, sachez que c'est 10 € par an et par personne, et c'est 18 € si vous êtes une famille. Vous allez pouvoir retrouver tous les renseignements sur le site internet de Vicyclette. Quant à moi, je reprends la route, donc bonne route à tous à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Bravo à Julien. Alors comme chaque mercredi, notre partie dédiée au 7e art au cinéma est d'abord le coup de cœur d'un réalisateur yvelinois pour découvrir ou redécouvrir un classique du cinéma. Si je vous dis Dr Patch, est-ce que ça vous évoque quelque chose en plateau ? Non. A priori non, à ma droite, sur la gauche. Ça me dit rien, mais je crois qu'il y a l'acteur Robin Williams. C'est ça. Bravo Céline. Effectivement, c'est un film sorti en 1998, réalisé par Tom Shadyac avec au casting Robin Williams. Et cette semaine, c'est le coup de cœur de notre réalisateur yvelinois Gauthier Barra. Dr Patch, en 1998, réalisé par Tom Shadyac. Nous sommes avec l'acteur Robin Williams sur un scénario qui est une histoire vraie. Une histoire vraie d'un médecin en fait qui a donné naissance au rire médecin, au nez rouge, tout simplement, le clown dans les hôpitaux. Ici, donc Robin Williams interprète donc ce fameux Dr Patch et c'est un adulte qui sort d'hôpital psychiatrique et qui va vouloir donner sens à sa vie en voyant qu'il peut faire rire les enfants dans les hôpitaux, qu'on peut traiter en fait des maladies graves joyeusement, de façon drôle, humoristique. You have a brilliant mind, and like many brilliant people, you don't necessarily think the rules apply to you. It was so much more convenient thinking of you. For all of your bills. Any other questions? Et il va se battre pour ça. En première année, on n'a pas le droit d'aller en pratique dans les écoles de médecine. Et lui, il va s'incruster. Il va forcer le destin et voir qu'il y a une autre médecine qui peut se créer. Une médecine aussi qui peut être là pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se faire soigner. Donc ce film est basé là-dessus, plein d'émotions, d'humour et de tendresse, avec plus de simplicité de l'acteur Robin Williams. On peut parler du coup de poésie, et c'est un véritable film qui fait sourire. Bring up to me, Corinne. They're sharing their dreams, their fantasies. They don't concentrate on the pain. Pour ce film génial avec un acteur génial, Robin Williams, moi il m'a fait beaucoup rire dans Hook, dans Madame Doubtfire, voilà, c'est des souvenirs d'enfance qui remontent et merci à Gauthier Barra pour cette redécouverte du film Dr Patch. Alors comme tous les mercredis, cette partie cinéma se poursuit avec vous, Céline Charles, on va faire le point sur l'actualité, ces sorties ciné de la semaine. Le premier film que vous nous proposez ce soir, c'est bien sûr le nouveau film de Steven Spielberg. Évidemment, on aurait pu croire qu'après 76 ans et presque 40 longs métrages, le réalisateur américain aurait déjà tout raconté. Eh bien non, il nous prouve le contraire avec son nouveau film The Fabelman. Après James Gray dans Armageddon Time, c'est à son tour de livrer une partie de sa vie. Regardez. Si tu arrêtes de faire des films, ta mère sera inconsolable. Je suis perdu, je sais plus quoi faire. Fais ce que ton cœur t'ordonne. Quelle scène est-ce que tu as préférée ? Alors, comme on vient de le voir, le réalisateur de E.T. ou bien Jurassic Park met en scène dans ce nouveau film sa propre enfance et sa propre adolescence dans l'Amérique moyenne des années 50 et 60. Il y aborde sa passion dévorante pour le cinéma, sa relation parfois conflictuelle avec une famille haute en couleurs et sa vie d'adolescent avec ses hauts et ses bas. Un film touchant et plein de vie où on apprend vraiment à découvrir comment Steven est devenu Spielberg finalement pendant son enfance. On continue cette sélection avec un drame romantique. Et oui, ça s'appelle Arrête avec tes mensonges de Olivier Payon. C'est une adaptation du livre à succès éponyme de Philippe Besson. On y retrouve Guillaume de Tonquédec dans le rôle de Stéphane Bellecour, un romancier qui accepte de retourner dans sa ville natale pour y parrainer un événement après avoir juré de ne jamais y retourner. Il va rencontrer Lucas, interprété par le petit-fils de Jean-Paul Belmondo, Victor Belmondo. Lucas est le fils de Thomas, qui n'est autre que le premier amour de Stéphane, le romancier, alors qu'il n'avait que 17 ans. Regardez. Il était comment, mon père? Qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai dit que ça devait rester entre nous. Tu te rends pas compte? Toi, tu vas te barrer et moi, je resterai. Je sais que si je reste, j'en crèverai, et toi aussi.
seule fois où il s'illuminait, c'est quand vous passiez à la télé. C'était qui pour vous? Mais putain, pourquoi vous voulez pas me répondre? Tu me réserves encore d'autres surprises comme ça? Ton père m'a abandonné du jour au lendemain, comme pour toi, sans un mot, sans une explication. Et dans ce film, on va donc se plonger dans les souvenirs de cette histoire d'amour avortée mais jamais oubliée, une adaptation autobiographique qui, je suis sûre, vous fera vous émouvoir. Okay, on a reconnu les traits de la famille Belmondo, voilà, Victor Belmondo, effectivement, le portrait quasiment craché, mais en tout cas il y a des ressemblances avec Jean-Paul Belmondo. On va terminer avec un documentaire. Et oui, Grégory, je vous propose un documentaire pour clore cette sélection documentaire animalier, pour être plus précise. Les Gardiennes de la planète du réalisateur Jean-Albert Lièvre nous conte la vie et l'histoire des baleines et plus particulièrement leur chant, un système de communication unique au monde. Alors le documentaire est très immersif, il nous plonge vraiment dans l'eau aux côtés des cétacés. Les images, comme on peut le voir, sont saisissantes et je pense que c'est d'ailleurs plus grandiose sur écran de cinéma. Le film a évidemment un enjeu écologique, en toile de fond il alerte, mais toujours avec optimisme sur la faune essentielle à notre survie que l'on est partiellement en train de détruire. Petit plus, ce documentaire est raconté par un Yvelinois, un certain Jean Dujardin. En tout cas, les images ont l'air superbes. Moi, personnellement, ça sera le nouveau Steven Spielberg. Vous avez fait votre choix, Régine? Oui, Les Gardiennes de la planète et Arrête avec tes mensonges. Ah bah voilà, moi c'est ça, ce sera ça aussi, je pense. Est-ce qu'il y a un film qui vous intéresse en face? Oui. Franchement, oui, ça pourrait nous intéresser. Du coup, le documentaire, c'est ça? C'est bien ça? Exactement. Pardon, c'est l'idée. Oui, c'est aussi le documentaire qui vous attire un peu plus dans votre Ouais. sélection. S'il y a un film à sélectionner, Je pense que c'est surtout les images et l'esthétique. Il a donné un côté vraiment poétique. En fait, c'est les baleines qui racontent l'histoire. La voix de Jean Dujardin. Donc je pense que ça peut être très immersif d'être. En plus, ça a été pris aux quatre coins du monde. Dans plusieurs pays, on est vraiment dans l'eau. Donc c'est passionnant, je pense. Le film à découvrir, à ne pas manquer cette semaine. Merci Céline pour cette sélection. Avant de se quitter, un dernier coup d'œil à la météo de demain. Et après les belles images de la grisaille, malheureusement, demain matin dans les Yvelines, il fera 7 degrés à Mantes-la-Jolie, 6 degrés à Houdan et Versailles. C'est un peu plus doux dans le sud du département avec 8 degrés à Rambouillet où quelques gouttes de pluie sont attendues dans l'après-midi. Au contraire du reste du territoire, on pourrait apercevoir quelques éclaircies. Côté température, 9 degrés dans la partie centre et sud des Yvelines, 10 degrés à Mantes-la-Jolie. Et ce jeudi 23 février, c'est la Saint-Lazare. Voilà, c'est la fin de ce 7-8. Merci de votre fidélité. Et demain, vous retrouverez Mathilde Franco à la présentation d'une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.